Bonjour à tous, nous avons eu les tirages pour la Ligue des Champions, des tirages qui étaient évidemment éminemment attendus parce que ce sont les matchs qui vont faire l'actualité du football au cours des prochains mois et on va se demander qui sont les grands perdants et les grands gagnants de ces derniers. Évidemment, on aura un focus tout spécial pour le Paris Saint-Germain, dernier club français en lice dans la compétition étant donné qu'ils ont sorti l'AS Monaco lors du barrage et le PSG rencontrera Chelsea. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pioche? Je ne vais pas vous parler de l'intégralité des rencontres parce que l'idée ici c'est de vous donner une analyse à chaud, peut-être qu'à froid j'aurai des choses à dire sur les autres rencontres, mais pour le moment on va se contenter de parler de PSG-Chelsea, du Real Madrid qui rencontre une nouvelle fois Manchester City, de Newcastle qui fera face à Barcelone et de Bodo Glimt qui affrontera le Sporting. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Si comme moi vous êtes du genre à avoir plus de 40 abonnements, ce qui va suivre va vous intéresser. La vidéo est sponsorisée par Bunk, une néobanque qui vise à être votre meilleur allié en termes de gestion de budget. Pas de frais cachés, une grande simplification de l'utilisation et surtout un sérieux à toute épreuve étant donné que la banque est adossée à la banque centrale néerlandaise. Alors Bunk, pour simplifier la gestion de votre budget, a plusieurs fonctions phares et la première ce sont les money pots. En fait ce sont des sous-comptes qui vous permettent pour votre compte d'avoir des sous-comptes ayant chacun son propre IBAN. Inutile de vous dire que quand on multiplie les abonnements, eh bien ça peut être utile. On a également une fonction qui s'appelle le salary sorter qui vous permet, dès que vous avez votre salaire, de transvaser ce dernier dans des catégories dédiées pour votre loyer, pour votre épargne, pour vos loisirs. Ça vous permet en fait de mettre de côté sans avoir à vous prendre la tête sur combien il me reste, est-ce que j'ai assez pour dépenser en sortie, en resto, etc. etc. Là, tout est simplifié. En plus, Bunk a quelques fonctions et offres sympas. Si vous êtes étudiant en France, Bunk Pro est totalement gratuit au lieu d'être à 9,99 par mois. Si vous voyagez, vous avez la fonction 0FX qui vous permet de payer au taux de change réel. Et puis un point qui va être apprécié par pas mal d'entre vous, je pense, c'est que l'épargne est rémunérée et les intérêts sont versés chaque semaine. Si vous avez envie d'essayer Bunk, c'est à tester pendant 30 jours gratuitement sans engagement avec le lien en description. Je vous encourage à aller jeter un œil à ça. Merci à Bunk de sponsoriser cette vidéo. Le PSG affrontera donc Chelsea pour la suite de cette Ligue des Champions et on a déjà un storytelling qui est bien installé. C'est la revanche de la défaite de la finale de la Coupe du Monde des clubs où Chelsea avait créé la surprise en renversant le Paris Saint-Germain qui était alors le tenant en titre de la Ligue des Champions. Alors est-ce que Chelsea va refaire un sale coup aux Parisiens? Est-ce que Chelsea va à nouveau créer la surprise? Parce que sur le papier, quand tu es le tenant en titre, tu pars favori. Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, c'est pas un tirage simple pour Paris, parce que Chelsea est une équipe qui n'est pas à sous-estimer. Je vais parler des éléments qui me plaisent chez eux, mais je pense qu'on a tous en tête encore le match de cet été. Mais de toute façon, pour Paris, il n'y avait pas de bonne possibilité. Soit tu prenais Chelsea, soit tu prenais le FC Barcelone, et Barça comme Chelsea, ce sont deux adversaires redoutables, et je pense que le Paris Saint-Germain se dit qu'il va falloir élever le niveau de jeu par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent pour pouvoir aborder ça relativement sereinement. Une fois qu'on a dit ça, peut-être que la chance du Paris Saint-Germain vient dans le fait que Chelsea est pas exactement la même équipe que cet été et Chelsea est pas dans la forme de sa vie. Déjà, vous le savez, ils ont changé d'entraîneur, Maresca n'est plus sur le banc, il y a des questions de résultats, il y a également des questions de loyauté, d'entente avec sa direction concernant le mercato, c'est Rosenior qui a pris la relève et il y a du bon comme du moins bon, mais sur les derniers matchs, il n'y a pas que de l'excellent. C'est un calendrier favorable en affrontant West Ham, Wolverhampton, Leeds, 2 relégables et le 15e de Première Ligue, mais dès que tu as frotté du un peu plus gros, c'était un peu plus complexe pour Chelsea, et c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être un tirage un peu plus favorable que le Barça ou plutôt un peu moins défavorable. Par contre, moi j'attends Paris sur un point très précis, c'est le milieu de terrain. On a vu Vitinha, João Neves, Zaïre-Emery en l'absence de Fabian Ruiz faire un milieu de terrain qui était assez convaincant mais qui était quand même très loin du milieu impérial du PSG.
Or, du côté de Chelsea, si on a un truc où on réussit à être impactant, c'est bien ici. Il y a Enzo Fernandez, il y a Caicedo, tu as également Reece James qui parfois est positionné ici lorsqu'il n'est pas latéral, tu as André Santos qui est un joueur extrêmement dangereux, et finalement, le milieu de Chelsea, il peut te rentrer dedans avec la définition même de l'intensité Première Ligue. Il peut mettre un impact qui peut être assez préjudiciable si les Parisiens sont pas au top. Donc, l'attente que j'ai autour de Paris, c'est qu'on règle enfin ces questions d'absence pour Fabian Ruiz, c'est qu'on ait enfin un Vitinha qui revienne à son plein niveau et que tu puisses répondre à ce défi. Il y a également Cole Palmer, le génie anglais qui a eu, on va dire au cours de l'année dernière, du bon comme du moins bon, mais il avait brillé en Coupe du Monde des clubs, qui est en train de revenir en forme. Et il faut voir comment le Paris Saint-Germain arrivera à le contenir, parce que c'est un joueur qui peut être extrêmement mobile, qui peut être extrêmement imprévisible. C'est marrant, parce que c'est un peu comme ça qu'on peut décrire les attaquants parisiens en général, où il y a beaucoup de permutations, mais on se rend compte qu'Hakimi n'est pas forcément dans la forme de sa vie, que la CAN l'a fatigué. On verra sur quel côté il penchera, on verra si c'est plutôt le Marocain ou Nuno Mendes qui aura à se le coltiner, mais une chose est sûre, je pense que toute la ligne défensive du Paris Saint-Germain va être mise à rude épreuve. Chelsea, c'est peut-être pas l'équipe la plus régulière de Première Ligue, c'est peut-être pas l'équipe où tu as l'assurance qu'ils vont réussir à aller décrocher le podium, mais en attendant, c'est une équipe qui a quand même des joueurs de talent à absolument toutes les lignes. Et ok, collectivement, parfois tu peux avoir des choses à redire, mais c'est exactement le genre de rencontre où le Paris Saint-Germain, s'il avance avec ne serait-ce qu'un gramme de suffisance, va complètement se faire punir parce que tu peux te faire annihiler au milieu de terrain. Donc, est-ce que c'est un meilleur tirage que le Barça pour Paris? Bien évidemment, je le pense, j'ai pas honte de le dire. Est-ce que pour autant c'est un bon tirage? Disons que c'est plutôt le moins pire tirage que tu pouvais prendre, on va présenter les choses comme ça. Le duel entre Liverpool et Galatasaray, je dois vous avouer que je l'attends particulièrement parce qu'on est sur deux équipes qui ont une forme et une situation relativement différentes. Liverpool, c'est le tenant en titre de la Première Ligue, c'est une équipe qui a dépensé sans compter au cours de ce mercato estival, mais c'est aussi un club qui apparaît comme nettement moins impressionnant que l'année dernière. La formation d'Arne Slot peine à convaincre avec ses recrues. Alexander Isak, soit il est cassé en deux à l'infirmerie, soit il est décevant sur les terrains. Florian Wirtz, tu commences à avoir des étincelles, tu commences à avoir la lumière, mais en attendant, l'Allemand est très très loin de ce qu'on escomptait pour ses débuts, et de manière générale, Liverpool est une équipe qui n'est pas complètement larguée en Première Ligue, mais qui n'est pas à la hauteur des espoirs qu'on avait placés en eux. Et du côté de Galatasaray, le 11, il a une sacrée gueule avec le mercato. Il y a Sané qui a rejoint les Turcs, tu as également Yilmaz qui est assez peu connu en France, mais qui est un excellent joueur, et évidemment Osimhen, ce qui fait que tu as une force de frappe qui est assez impressionnante. Alors évidemment, je vais pas vous faire la carte de tout peut se passer dans le football. C'est vrai, je considère que Galatasaray a une bonne équipe, mais à un moment, Liverpool, c'est un club qui a posé 480 millions d'euros sur le mercato estival, c'est un club qui a gardé la majorité de ses cadres, c'est un club qui est le vainqueur, le tenant en titre de la Première Ligue. Ils sont quand même pas censés s'écrouler face à une adversité qui, à ce niveau-là de la Ligue des Champions, peut être considérée comme assez abordable. L'exploit, il serait du côté de Galatasaray s'il passait. Et évidemment, il y a un truc qui permet très clairement de voir qui est le favori sans faire d'hypocrisie, c'est d'imaginer les réactions de la presse si Liverpool se faisait éliminer. Il se ferait détruire par la presse anglaise. Or, il serait peut-être un petit peu moins détruire s'ils étaient sortis par exemple par le Bayern Munich. Donc de mon côté, je place mes espoirs en Liverpool, mais je pense que ça va être une rencontre assez intéressante à voir parce que tu as encore des grands joueurs du côté de Galatasaray qui sont très très loin d'être finito, et un mec comme Osimhen, c'est l'occasion parfaite pour qu'il se rappelle au souvenir de ceux qui l'auraient oublié du côté de l'Europe. Real Madrid face à Manchester City. Vous le voyez, je suis blasé alors que c'est une affiche de rêve, mais je pense que si vous suivez régulièrement le football depuis quelques années, vous en avez marre de cette affiche de rêve. Vous pouvez me donner le meilleur plat du monde, si je bouffe ça tous les jours pendant des années, au bout d'un moment je vais arriver à saturation, et finalement quand on a des débats sur est-ce que ce qui rend les matchs exceptionnels c'est leur rareté, j'ai l'impression que cette affiche en est l'exemple parfait, parce que c'est une affiche de rêve, mais c'est une affiche qui n'est plus rare aujourd'hui, et donc j'ai du mal à la trouver absolument convaincante. Et pourtant,
il y a des choses intéressantes. Objectivement, je sais que je vais quand même prendre du plaisir devant ce match parce que tu as des dynamiques qui sont vraiment à décrire et à analyser. Du côté de Manchester City, tu as eu un gros renouvellement au cours du mercato estival, mais ça reste une équipe qui est fidèle à ses principes de jeu, qui sont bien en place depuis des années. C'est un petit peu la carte de la continuité avec Pep Guardiola. Du côté du Real, c'est l'inverse. Tu as raté ta révolution avec Xabi Alonso et en fait, collectivement, tu as beaucoup de failles. On a beaucoup parlé des absences du côté de la défense de Manchester City au cours de cette saison. Guardiola lui-même s'en est beaucoup plaint. Du côté du Real Madrid, tu as également eu pas mal d'absences, mais tu as surtout une formation qui défensivement ne fonctionne pas bien. Tu as souvent des doutes. Collectivement, je disais que que Manchester City était une équipe bien rodée depuis des années. Le Real Madrid, tu as l'impression que tu es toujours sur ces questions d'équilibre d'équipe. Et en fait, City a tout simplement l'air d'être une équipe qui a mieux injecté son sang neuf et qui collectivement fonctionne mieux. Mais vous savez quoi ? Moi, il y a 2 nuances que j'ai envie d'apporter avant de dire que Manchester City est mon favori. La première nuance, c'est le Real Madrid. Je sais que c'est facile de dire ça, mais au bout d'un moment, il faut jamais parier contre le Real Madrid. C'est aussi simple que ça. C'est une équipe qui peut te sortir des matchs pétés durant toute une partie de l'année, mais lorsque la petite musique de Ligue des Champions arrive, elle est rarement décevante. Une fois qu'on a dit ce lieu commun, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, si les deux arrivent à être à leur prime en même temps, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Vous aurez beau me dire qu'il y a un peu des peintres derrière en défense centrale, que l'équipe n'allait pas toujours bien organisée. Kylian Mbappé, à un moment, il portait le Real Madrid, tu avais l'impression qu'à chaque fois qu'il tirait, ça faisait but. Là, il a une méforme, mais d'ici à ce que ce match ait lieu, il pourra revenir au top. Et Vinicius Junior, après avoir été décevant durant toute une période, là, avec la méforme de Kylian Mbappé, il est en train de porter le Real Madrid. Et moi, je reste persuadé que ces deux joueurs qui sont incroyablement compatibles sur le papier, parce que oui, ils peuvent plus ou moins évoluer dans les mêmes zones, mais au bout d'un moment, Kylian Mbappé, il a quand même une responsabilité de finisseur du côté du Real Madrid. Vinicius Junior, c'est quand même voire selon certains, le meilleur joueur de déséquilibre du monde. Donc il y a quand même moyen de trouver une alchimie entre ces deux éléments. Et si tu arrives à la trouver, cette alchimie, si les deux joueurs sont dans une grande soirée, ils peuvent te sortir n'importe qui. Donc en fait, ça va être un peu une opposition de style et j'ai l'impression que c'est de plus en plus l'histoire du Real Madrid. De toute façon, c'est une équipe qui cherche un peu, qui a essayé de trouver un cadre collectif avec Xabi Alonso, ça a été un échec. Ancelotti se reposait déjà sur mettre ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions. Là, à nouveau, tu vas lancer une pièce en l'air du côté du Real et tu vas dire Vinicius, Mbappé, faites votre magie. Alors évidemment, il y a plein d'autres grands joueurs du côté du Real. On voit par exemple la forme de Valverde, mais en attendant, moi je pense que ça va jouer là-dessus. Newcastle FC Barcelone, est-ce que le Barça doit se réjouir? Est-ce que Newcastle doit se réjouir? En fait, l'analyse de Newcastle elle est compliquée. Moi, je les imaginais pas cartonner face à Karabakh. Grosse erreur de ma part. Ils les ont complètement détruits. Ils ont mis des valises de buts. Mais dans le même temps, c'est une équipe qui, au cours des 5 derniers matchs de Première Ligue, a quand même eu 4 défaites. Donc en fait, tu sais pas exactement sur quel pied danser. D'un côté, au milieu de terrain, t'as Tonali qui est un joueur que j'aime beaucoup. De l'autre, leur meilleur joueur, il s'appelle Guimarães et il devrait être absent pour cette rencontre parce qu'il s'est blessé mi-février pour environ 2 mois si mes souvenirs sont bons. C'est une équipe de paradoxe ce Newcastle. C'est une équipe qui est pas absolument incroyable en Première Ligue, donc tu peux te dire que c'est un adversaire prenable pour le FC Barcelone, mais d'un autre côté, c'est une équipe qui est la définition même de l'intensité Première Ligue. Eddie Howe est un peu le spécialiste en la matière, et du coup, ça peut vraiment faire mal aux jeunes du FC Barcelone. C'est un petit peu ça que j'attends au cours de cette rencontre, c'est une véritable opposition de style. On sait que le Barça a ses faiblesses, notamment défensivement, mais là, je vais remettre une petite nuance sur Newcastle. C'est peut-être pas l'équipe que je vois la plus à même à faire extrêmement mal aux Barcelonais sur ce point-là. J'ai même tendance à dire qu'en termes d'opposition de style, peut-être que c'est pas la plus mauvaise carte à piocher pour les Barcelonais. Et il y a un truc, moi, qui me donne confiance en Barcelone, en fait. Ok, ils ont leur errance défensive, mais devant, ils ont tellement de talent que même si tu as un joueur qui n'est pas en forme, tu auras un autre héros pour prendre la relève. Évidemment, tu as Yamal, mais il ne faut pas sous-estimer ce que peut faire Rafinha. Je trouve que Marcus Rashford, même s'il ne me convainc pas toujours dans le jeu, c'est typiquement le mec que tu fais rentrer contre Newcastle et qui peut se rappeler à toute l'Angleterre au cours d'une rencontre. Et en fait,
même au milieu de terrain, t'as De Jong qui se blesse, c'est une mauvaise nouvelle, il sera absent pour la confrontation, mais t'as Pedri qui fait son retour, et Pedri, ça reste un mec qui, face à une équipe intensité Première Ligue, peut juste les balader avec sa technique absolument impériale, avec sa capacité à résister au pressing, et les faire courir comme des poulets sans tête. Donc de mon côté, petite pièce du côté du Barça, qui est une équipe qui déjà est supérieure intrinsèquement, j'en ai la conviction, même si défensivement, il va falloir bosser pour faire face à des adversaires redoutables, et qui en plus, en termes d'opposition de style, j'ai quand même l'impression que c'est un peu la pierre face au ciseau, c'est un petit peu la feuille face à la pierre, si on joue à ce fameux Shifumi, ils sont pas trop mal lotis face à Newcastle. Est-ce que Bodo Glimt va continuer son aventure absolument formidable en Ligue des Champions? C'est devenu un petit peu le chouchou de la compétition pour pas mal de monde, et pour cause, ce qu'ils ont fait face à l'Inter, c'était absolument héroïque. Ils sont tombés face au Sporting, qui est une équipe qui n'est pas à sous-estimer. On le sait bien en France, parce que le Sporting a réussi à faire un résultat face au Paris Saint-Germain, mais qui est quand même pas le Bayern, qui est quand même pas le Barça, qui est quand même pas une des équipes qui est potentiellement vue comme favori de cette Ligue des Champions. Donc c'est un peu un affrontement entre deux petits poussets, donc un affrontement entre deux équipes qui ont naturellement la sympathie de pas mal d'observateurs du foot, et je pense que ça pourrait être un match assez intéressant. Alors, je vais pas développer très longuement sur l'opposition de style, parce que finalement, Bodo Glimt, je vous en parlais dans le journal TMF lorsque j'avais décortiqué leur victoire contre l'Inter, c'est une équipe sur laquelle on a déjà absolument tout dit. Le Sporting, on a également beaucoup parlé en France suite à l'opposition face au Paris Saint-Germain. On va plutôt se concentrer sur la suite du parcours potentiel pour le petit pousset, parce qu'ils peuvent tous les deux estimer qu'ils ont un tirage relativement abordable, mais derrière ça affrontera soit Leverkusen soit Arsenal. Donc la question a vraiment beaucoup d'argent à se poser sur ce dossier, c'est quel petit poussé écrira son histoire dans cette Ligue des Champions encore un petit peu plus longtemps, parce qu'à mon avis ça fera partie des petites épopées européennes. De mon côté, j'ai vraiment un enthousiasme absolument fou face à Bodo Glimt, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe qui était imprenable face à l'Inter, mais vous savez ce que c'est, parfois en Champions League, après un exploit, il y a une petite décompression, ça peut être difficile de toujours mettre le même niveau d'exigence, et surtout qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, on a déjà beaucoup décortiqué Bodo Glimt, le Sporting ne fera pas l'erreur une seule seconde d'attaquer le match avec suffisance, donc ça va être une rencontre bien différente de celle qu'on a vue face à l'Inter. Terminé pour cette petite série d'analyses, on reparlera de ces matchs évidemment lorsqu'ils auront lieu en les creusant davantage, et je pense également que je parlerai des autres rencontres, parce que si à m'inspirer un petit peu moins à chaud, on a quand même des affiches qui sont intéressantes. En tout cas, mis à part cet énième Real Madrid-Manchester City qui, vous l'avez compris, me blase un petit peu, je suis plutôt content des tirages, je trouve qu'on va avoir des matchs intéressants. Quelle est la rencontre que vous attendez le plus? Dites-le moi, et moi je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Salut!